Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue. Enfin, vous êtes chez vous. Très heureux de vous retrouver pour cette dernière soirée de la première saison des Rendez-vous. Nous vous dirons quelques mots de la saison prochaine avec Thierry Fabre à la fin de cette soirée. Nous allons évoquer ce soir les grands défis politiques et internationaux. Toujours dans une perspective évidemment méditerranéenne, puisque c'est un peu l'enjeu de ces rendez-vous organisés par l'IMERA. Et nous avons deux invités prestigieux, parce que non seulement ils sont prestigieux, mais ce qui va être très intéressant, c'est les croisements de regards. L'un, Rostan Mehdi, bonsoir monsieur, est un professeur de droit public comparé. Il enseigne également le droit européen, le droit international, et vous dirigez Sciences Po à Aix-en-Provence. Et puis l'autre est un historien, Jean-Pierre Fidieu. Bonsoir monsieur Fidieu. Bonsoir. Professeur des universités en histoire du Moyen-Orient contemporain à Sciences Po Paris. Vous êtes l'un et l'autre un pied dans Sciences Po. Auteur de très nombreux essais, dont le dernier paru a pour titre Généraux, gangsters et djihadistes, histoire de la contre-révolution arabe. C'est un essai qui est paru aux éditions de la Découverte. Peut-être juste d'un mot, Jean-Pierre Fidieu, avant de rentrer dans les questions nombreuses et complexes qui concernent les grands défis politiques internationaux et notamment la question proche-orientale. Peut-être peut-on d'un mot évoquer quelqu'un que nous avons eu la chance de croiser. Nous étions ensemble en studio ce jour-là. Et peut-être même qu'on pourrait presque lui dédier cette discussion que nous allons avoir, qui était le père Paolo, dont on ne sait pas ce qu'il est devenu. Oui, tout va bien, oui, on m'entend bien, parce que... très bien, merci. Alors on me dit à l'arrière que peut-être pas assez. Excusez-moi de faire ces réglages. Très important. Voilà. Hein, allez, parce que moi je parle pas fort. Voilà. Donc n'hésitez pas à monter le son. Merci. Donc merci beaucoup. Donc merci à l'IMERA, à son président, à son directeur qui sont ici. Merci à vous toutes et à vous tous qui, malgré le beau soleil, êtes venus écouter un sujet qui n'est pas forcément très réjouissant. Alors, je serais très heureux qu'on puisse dédier symboliquement cette soirée au père Paolo Dall'Oglio, que j'évoquerai en deux mots, jésuite italien, très engagé, aux convictions très tranchées, militant du dialogue avec l'islam, qui avait rénové une communauté dans le désert syrien et qui s'est engagé très tôt aux côtés du peuple syrien dans ses aspirations à l'émancipation. Effectivement, vous l'aviez reçu et c'est la dernière fois que je l'ai rencontré, donc dans votre émission au printemps 2013, et il avait alors évoqué le négationnisme moderne. C'est la première fois que j'entendais ce terme appliqué au conflit syrien, dont on voit à quel point il peut être pertinent aujourd'hui. Et donc effectivement, Paolo Dall'Oglio a disparu entre guillemets en juillet 2013 à Raqqa. On sait qu'il a été pris par les djihadistes de Daesh, mais après on ne sait pas ce qui lui est arrivé et on n'a plus aucun témoignage sur lui. Et c'est effectivement très important de l'évoquer dans le cadre de cette soirée, parce qu'il disait que pour lui, Syrie était synonyme de résurrection et que effectivement, on a trop enterré la Syrie et son peuple. Et je crois qu'en lui rendant hommage ce soir, eh bien, on rend hommage aussi à toutes ces Syriennes et tous ces Syriens qui souffrent tant. Et vous nous disiez à l'instant, quand on était encore en coulisses, qu'à Damas, certains continuent de penser qu'on pourra peut-être un jour le voir réapparaître. Car paraît-il, sous Assad, pourtant quel personnage, on voit des gens réapparaître quelquefois. Il se trouve que dans une vie antérieure, très antérieure, vu que c'était au début des années 80, j'ai rédigé pour la Fédération internationale des droits de l'homme le premier rapport sur les disparus à l'époque au Liban. Et il y a des cas que j'avais alors documentés, dont les victimes ont réapparu au bout de 20 ans. Parce qu'ils étaient dans les prisons d'Assad, les geôles d'Assad, parfois d'ailleurs à Palmyre. Et donc le paradoxe est que comme le très grand prédateur qu'est Assad continue à s'imposer à tous les acteurs du drame syrien, on pense que lui au moins ne fait pas disparaître tout le monde. Je rappelle juste, pour
comme ordre de grandeur, qu'on parle aujourd'hui en Syrie pour une vingtaine de millions d'habitants, d'au moins un demi-million de morts et de dizaines de milliers de disparus. Certaines estimations vont jusqu'à 100 ou 150 000. Voilà, rien que ces chiffres posent la question du grand défi politique international. Rostan Mehdi, je pense qu'il faut partir d'une question qui est structurante de tout ce dont nous allons parler ensuite, qui est la question du droit, et même du droit international. Et la question est simple, c'est qu'avons-nous fait du droit, puisqu'on a vu des gens s'asseoir dessus, y compris à l'ONU, au moment du déclenchement de la guerre en Irak. On avait vu au moment des événements tragiques dans les Balkans que la question du droit aussi avait été très largement contournée. Bref, on n'arrête pas de voir le droit disparaître derrière des enjeux qui sont strictement, de réel politique. En réfléchissant à cette émission, puisque nous avions eu un échange pour évoquer un petit peu la façon dont... Pardon, vous coupez. Oui. Là, c'est bien mieux qu'une émission. On n'est pas en émission, on est juste en conversation. Dans une discussion, voilà. Pardonnez-moi. Voilà. Et donc, j'ai noté quelques mots sur cette feuille de papier, le droit, la force et la morale. C'est-à-dire que finalement, le droit a toujours été dans des rapports compliqués, à la fois avec la morale et la force. Bon. Et si on se situe dans une perspective historique, on se rend compte que d'abord le droit est une référence. C'est une référence constante, y compris d'ailleurs pour les régimes les plus autoritaires. Essayer de donner aux décisions qu'ils prennent une base juridique. Ce qui veut probablement dire que le droit conserve une fonction et une signification qu'on ne peut pas passer par pertes et profits. Alors si on se situe dans une perspective un peu longue, on constate que la préoccupation des juristes et la fonction du droit a été d'encadrer progressivement l'usage de la force. C'est-à-dire qu'on est passé d'un système dans lequel le recours à la force était en quelque sorte une faculté, un droit. On pouvait recourir à la force pour n'importe quel prétexte, voire sans prétexte, sous réserve de satisfaire à quelques exigences formelles. Il fallait déclarer la guerre, mais pour le reste, finalement, le recours à la force était non seulement libre, mais largement illimité dans les moyens auxquels on pouvait recourir, à un système où progressivement, le recours à la force et à la guerre a été encadré. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde où, en principe, du moins, le recours à la force est prohibé. Il n'a pas totalement disparu, mais il est prohibé. On ne peut pas imaginer qu'un État puisse recourir à la force discrétionnairement. Le recours à la force est encadré en ce sens que aujourd'hui, on peut recourir à la force pour se défendre. On peut recourir à la force dès lors que l'usage de la force est collectivisé, puisque comme vous le savez, le point de bascule c'est 1945, la Charte des Nations Unies, on met en place un système de sécurité collective, c'est-à-dire qu'en renonçant à l'usage individuel de la force, les États ont accepté de prendre une assurance, et cette assurance, elle est portée en principe par le système des Nations Unies et par le Conseil de sécurité. Maintenant, vous avez utilisé une formule qui est extrêmement claire et à certains égards brutale. On s'est assis constamment sur le droit. Effectivement, le droit a été paralysé, ou plus exactement, le droit n'est que ce que les États veulent bien en faire. Ce que l'on constate, c'est que le Conseil de sécurité, après avoir connu une sorte de regain d'intérêt après la fin de la guerre froide, est de nouveau systématiquement paralysé en fonction des intérêts en présence. Sur la Syrie, les Russes bloquent systématiquement le Conseil de sécurité en opposant un veto, empêchant finalement la communauté internationale d'intervenir. Alors vous avez utilisé un mot qui me paraît très important, vous avez dit ce qu'en font les États. Et je pense évidemment aux États de droit. Mais Jean-Pierre Filliou, et si on parlait des régimes qui n'ont... Et là, on n'est pas dans un débat sémantique. Le régime n'a rien à voir avec l'État de droit, dans sa forme et dans son projet. Oui, effectivement, et cette distinction, elle échappe malheureusement à beaucoup d'observateurs, voire à des décideurs, voire à des personnes de bonne volonté, mais il y a beaucoup de personnes de très mauvaise volonté qui ne veulent pas faire cette distinction parce que ça les arrange. On fait comme si on avait des États constitués, des États de droit, des États
institutionnelle, et je pense que c'est au moins aussi important que la référence juridique proprement dite. Et bon, on parlera sans doute d'autres pays que la Syrie d'Assad, mais enfin la Syrie des Assad, c'est très frappant pour quelqu'un qui l'a pratiqué aussi intimement, c'est que vous avez une façade avec un gouvernement, une administration, il y a même un parlement qui est élu de temps en temps, mais tout ça n'est qu'une façade. La réalité du pouvoir, elle est ailleurs, elle est dans, on va les appeler services de renseignement parce que c'est leur terme officiel, en arabe mukhabarat, mais qui sont en fait un gang qui contrôle le pays et qui est en guerre permanente avec sa population. Ça ne date pas de la révolution de 2011. Le peuple étant son premier ennemi, au fond. Le peuple est son premier ennemi. Et d'ailleurs, c'est très frappant, les parallèles avec Daesh. Le peuple est la principale source de revenus. Parce qu'on ne fait que racketter le peuple, que le piller, que prélever une partie du produit de son travail pour le régime. Et donc, on a un régime, et les Arabes ont parfaitement compris la distinction, vu qu'en 2011, le slogan qui se répand comme une traînée de poudre depuis la Tunisie jusqu'au Maroc d'un côté et jusqu'au Golfe de l'autre, c'est le peuple veut renverser le régime. Shab yurid isqat nizam. Le nizam étant à la fois régime et le système. C'est-à-dire que le système politique et le régime oppressif sont une seule et même chose, avec généralement un parti hégémonique et donc ces polices politiques qui l'oppriment. Et ce qui est terrible, c'est que le droit a en fait servi sur un plateau d'argent ou d'or ou que sais-je, la pire arme à ces régimes parce qu'ils peuvent se prévaloir de la légitimité d'un État et entre autres d'un État reconnu aux Nations Unies. Et ce qui a été tragique dans la Syrie dès le début, et on ne s'en est pas malheureusement rendu compte assez vite, c'est que c'est toujours Assad qui représente la Syrie à l'ONU. Et que, contrairement à ce qui est écrit ici ou là, la France n'a jamais rompu les relations diplomatiques avec la Syrie. Nous avons toujours des relations diplomatiques, mais nous avons choisi de fermer nos ambassades, ce qui n'est pas la même chose. C'est-à-dire que c'est toujours Assad qui reste dépositaire du point de vue du droit international de cette légitimité et du coup il est juge et partie. C'est comme si on demandait aux criminels de participer à son propre procès et on voit qu'à chaque fois il invalide, évidemment avec le soutien inconditionnel de la Russie, mais aussi du fait de cette tendance lourde qui est de dire « ah ben après tout il est président ». Alors là, moi je suis à Marseille, toujours très heureux, et il y a dans la salle une Marseillaise qui a pris l'initiative de faire une pétition pour demander que la Légion d'honneur soit retirée au président Assad. C'était il y a 6 mois. Bon, 6 mois après, ça a été fait. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas entendu comme argument? Oh, bah, après tout, les chefs d'État, comme s'il y avait une espèce de juridiction spécifique pour les présidents, y compris comme un président comme Assad. Et qu'une fois que la France avait donné sa distinction suprême, Grand Croix de la Légion d'honneur, elle ne pouvait plus la lui reprendre. J'ai même eu droit de la part de vos consoeurs à cette question, mais si on fait ça, c'est une décision unilatérale. Évidemment que c'est une décision unilatérale. Et heureusement que c'est une décision unilatérale. Donc, on est dans cette espèce de fascination morbide pour le chef d'État. Je passe sur les petits visiteurs de Damas et toutes les descriptions qu'ils font, qui en révèlent beaucoup plus sur eux que sur Assad, de leur émoi à rentrer dans le sein des saints en arrivant au palais présidentiel. Mais, oui, je vous en prie, Rostel Mehdi. Je voudrais, dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, oui, le droit protège l'État. Vous prenez la Charte des Nations Unies, l'État est protégé dans son intégrité territoriale, dans son indépendance politique. Cela dit, ça renvoie aussi à un instant des relations internationales, un moment où le monde était bipolaire et où chacun, finalement, souhaitait assurer la pérennité des régimes qu'il soutenait. Simplement, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que le droit protège n'importe quel État. C'est-à-dire que depuis une vingtaine d'années, depuis une trentaine d'années, l'exigence de démocratisation est une exigence qui est devenue très prégnante en droit international. Au tournant des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, les Nations Unies se dotent d'une doctrine en matière de démocratisation.
Si bien que le régime, enfin les relations entre régime et État sont des relations de prédation ou de corruption. C'est-à-dire que le régime devient le corrupteur de l'État en tant qu'institution moderne, en tant que forme d'organisation civilisée, pour reprendre une expression d'ailleurs qui est utilisée dans la charte, les nations civilisées. Une nation civilisée, c'est une nation qui s'est dotée d'un État. Simplement, l'État est ici capturé par les clans qui sont au pouvoir. Alors voilà, venons-y car c'est très important. Comment se fait-il que nous, qui avons la chance de vivre dans un État de droit, comment se fait-il que notre État de droit et beaucoup d'autres considèrent des régimes comme étant des façades acceptables et au fond que nous entretenons avec eux des relations qui sont politiques, diplomatiques, humanitaires malheureusement pas, parce qu'il faudra qu'on parle à un moment donné de la façon dont on s'est si peu et si mal occupé des réfugiés, sur lesquels probablement nous aurons d'ailleurs des comptes à rendre un jour. Mais sommes-nous dans un déni? Sommes-nous dans une nécessité géopolitique qui fait que la réelle politique prime sur tout le reste et que il faut bien que quelqu'un règle le problème de Daesh et que pour l'instant Assad, c'est lui qui fait le ménage? La grande Catherine de Russie s'est laissée convaincre par Potemkine. En d'autres termes, je pense que beaucoup de nos dirigeants se laissent convaincre par cette illusion démocratique que vous évoquiez tout à l'heure. C'est-à-dire que ce qui caractérise ces régimes du Maroc jusqu'à la Syrie, en passant par certains régimes du Golfe, c'est qu'ils donnent tous l'apparence d'États soucieux de respecter les principes du constitutionnalisme moderne. Mais nous savons tous que c'est faux. Oui, mais effectivement, il peut être commode de se contenter de cette apparence lorsque d'autres intérêts sont en jeu, notamment des intérêts économiques, des intérêts de sécurité. Simplement, je crois que la conduite des relations internationales est affligée des mêmes fléaux que la conduite des affaires intérieures. C'est-à-dire que je crains que nos dirigeants soient très souvent gagnés par un court-termisme qui les empêche de regarder au-delà de la semaine suivante, ou du semestre suivant, ou même de l'année à venir. Mais quand vous dites, Jean-Pierre Filliou, et je trouve la phrase magnifique et on a envie de la voir s'appliquer, quand vous dites que la morale est une arme stratégique, vous la voyez où l'arme stratégique aujourd'hui ? Assez peu, parce que justement on ne l'utilise pas comme il convient. On voit bien que quand il y a l'opération conjointe du 14 avril, la justification principale est « j'ai fixé une ligne rouge, elle a été franchie, donc j'interviens ». Alors qu'on aurait pu avoir un discours de type moral en relations internationales. Évidemment, la France étant en outre dépositaire du protocole de prohibition des armes chimiques, elle est concernée au premier chef par son respect. Mais moi, ce qui me frappe, moi j'ai été 20 ans diplomate, je ne suis pas un perdreau de l'année, donc c'est que d'expérience, et sans forcément rentrer dans les détails, chaque fois qu'à défaut de s'asseoir sur le droit, on s'est assis sur la morale, en fait on a payé. Et ce qui est frappant, c'est que les dictateurs s'attendent tous à recevoir des leçons de morale, quitte à les balayer. Et donc quand on ne leur donne pas, quand on n'intervient pas face à des scandales en termes de répression politique, face à des crimes de masse comme ceux qu'on a évoqués en Syrie, mais qui se passent aussi ailleurs, d'une certaine façon, on introduit une distorsion, y compris dans leur perception de dictateur. C'est-à-dire, comment ça se fait que le français ne m'a pas donné des leçons de morale? Et ça, c'est quelque chose de très... Et on ne s'en rend plus compte. Et moi, ce qui m'afflige, c'est les soi-disant réels politiciens, qui en fait ne sont absolument pas réalistes, vu que comme Rostan Mehdi a évoqué les villages Potemkin, qui n'étaient que façades dans l'empire de la Russie, on a beaucoup de villages Potemkin dans le monde arabe, des façades, et donc ces soi-disant réalistes prennent la façade pour la réalité. Donc ce sont les plus irréalistes de tous. Et la morale qui permet de retrouver justement le chemin, le lien, le dialogue, la coopération avec les peuples, avec la société civile, et à mon avis, je le dis et je le répète, une arme stratégique qu'on a trop souvent abandonnée avant même de l'utiliser, en considérant par avance qu'elle était inefficace, alors qu'elle n'est
qu'une arme parmi d'autres, mais ne pas s'en saisir et ne pas en tirer toute la force qu'elle porte, c'est d'une certaine façon se désarmer de manière unilatérale et à mon avis très dangereuse face à des régimes aussi criminels. Et elle me paraît, enfin, la morale, si elle est mobilisée de manière assumée, peut être, me semble-t-il, un moyen d'activer les mécanismes juridiques. C'est-à-dire massacrer son peuple, c'est évidemment un outrage moral, mais c'est aussi un comportement qui est sanctionné par le droit. Bien sûr. Mais alors, décidément, le droit. Comment se fait-il que nous qui nous interroge ce soir, comment se fait-il que nous avons préféré la violence à la politique ? Que nous avons laissé la violence prendre le pas sur la politique ? Et que même quelquefois, nous l'avons, grâce à l'usage des rentes, qu'elles soient pétrolières ou stratégiques, que nous avons entretenu délibérément une violence, comme une forme de délégation. Laissons faire par les autres le sale boulot que nous ne voulons pas faire. Sauf que ce sale boulot devient évidemment immonde. Et on l'a vu récemment, notamment avec l'usage de l'arme chimique. Nous avons préféré la violence à la politique. Ça interroge le droit quand même. Alors, enfin, votre remarque laisse à penser que nous aurions laissé les autorités syriennes recourir à l'arme chimique. Enfin, je ne vois pas le lien que vous établissez entre notre silence. Vous avez raison, voilà. Je vais préciser ma question. Nous sommes dans un théâtre. L'intervention américano-franco-britannique, c'est du théâtre. C'est du théâtre. C'est-à-dire qu'on a prévenu les Syriens avant de frapper pour qu'ils évacuent les zones qui seraient bombardées. On a prévenu les Russes en leur disant « vous vous inquiétez pas, on ne touchera à rien de ce qui vous concerne ». On a prévenu les Iraniens, puisqu'évidemment il faut aussi prévenir les Iraniens en leur disant « n'ayez crainte, on ne vous fera pas de mal ». Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Tout ça est un simulacre. Ce n'est pas du tout une réponse à une ligne rouge qui aurait été franchie. C'est une forme de mensonge politique. Pour faire écho à ce qui était dit tout à l'heure, il me semble que cette opération, qui semble même avoir été un fiasco sur le plan technique à certains égards... Oui, on n'arrivait pas à faire partir nos missiles. Bon, voilà. Il me semble que cette opération est un ratage de bout en bout. C'est-à-dire que, comme cette opération ne s'articule pas autour d'un discours de justification morale solide. Il y a une forme de mécanique, en fait. Voilà. Il y a une ligne rouge. Cette ligne rouge a été fixée en 2013. Elle est franchie. Ce n'est pas la première fois qu'elle est franchie. Mais là, ce franchissement-là suscite une réaction. Simplement, cette intervention soulève immédiatement deux types de questions. La question de la légalité, d'abord, de l'intervention, et on voit bien qu'un certain nombre d'acteurs s'engouffrent dans cette brèche en disant « mais sur quelle base intervenez-vous ? Sur quelle résolution appuyez-vous votre démarche ?» Et puis la question de la légitimité. Est-ce que cette intervention est légitime ou pas ? Le discours de justification étant d'une pauvreté affligeante, c'est vrai qu'il est difficile d'argumenter. Et la légitimité, quelle est-elle ? Est-ce qu'il s'agit par exemple de dissuader les autorités syriennes de recommencer ? Je suis assez dubitatif. Mais c'est presque l'inverse, un blanc-seing, voilà. Continuer, sauf pas avec l'arme chimique, s'il vous plaît. Est-ce que c'est une façon d'enfoncer un coin entre les acteurs présents en Syrie, que sont les Russes, les Iraniens et les Turcs? Je ne suis pas sûr que l'opération ait eu l'effet souhaité et souhaitable à cet égard. Et enfin, est-ce que cette opération visait à convaincre les États et les sociétés de la région de la rectitude de la position défendue par la France, le Royaume-Uni et les États-Unis? Si j'en juge par la réaction notamment des presses écrites ou audio dans le monde arabe, je pense que cet objectif est également totalement raté, loupé. Donc effectivement, c'est un théâtre tragique que vous évoquiez tout à l'heure. Avec quelles conséquences politiques, Jean-Pierre Fidu, sur ces... Justement, j'en reviens au thème de la soirée qui nous intéresse, les grands défis politiques et internationaux, quand tout à coup, on considère qu'en effet que ce qui vient de se passer est une forme de mascarade. Mascarade face à un grand défi, c'est pas beaucoup, hein. La question, et vous évoquiez le lien entre violence et politique, c'est la question d'avoir une politique pour le peuple concerné. Voilà. Alors, a-t-on fait cette intervention pour des raisons intérieures à la France, à la Grande-Bretagne, aux États-Unis, ou l'a-t-on fait pour aider le peuple syrien? Je crois que la réponse est malheureusement claire.
Mais ce qui est fascinant, et c'est pour ça que je reviens à mon discours sur la morale, c'est qu'en perdant le lien avec le peuple syrien, du coup on perd le sens. Oui. Donc oui, une politique morale est efficace. Et elle serait beaucoup plus efficace. Hein. La Routa, donc le bastion révolutionnaire de la banlieue de Damas, a quand même tenu pendant 5 ans, hein, dans des conditions effroyables de siège, de bombardement. Bon, il y a eu à peu près, excusez-moi de faire toujours des comptabilités macabres, 1700 civils massacrés, dont moins d'une cinquantaine par l'arme chimique. Voilà, tout est dit. Hein, donc, est-ce que c'est le scandale de la Routa, le scandale d'un affamement, d'ailleurs le mot sonne tellement mal en arabe, tajouir, c'est-à-dire on fait mourir par la faim des populations entières. Hein, on n'a pas vu ça depuis des décennies. Justement, les principes de l'ONU étaient censés mettre un terme à tout cela, sauf que bon, la faim comme arme de destruction massive, on n'a pas encore codifié. Et on voit bien que la question de la violence et de la non-violence, elle est cruciale. La violence détruit le politique. Elle l'a d'ailleurs aussi largement détruit, il ne faut pas l'oublier, du côté de la révolution syrienne, avec le règne des milices et une militarisation à outrance et désordonnée, fragmentée, confessionnalisée. Alors que c'est la non-violence qui crée du politique. Et les révolutions de 2011, du printemps 2011, les mouvements, les soulèvements démocratiques sont toujours initialement non violents. Et c'est cette incapacité à protéger une non-violence qui recrée du politique qui conduit aux tragédies qu'on a vues. Il y a en préambule à l'essai de Jean-Pierre Philippe une phrase magnifique de Kamel Daoud, écrivain algérien, que je cite. Et je suis très surpris que nos responsables politiques ne l'aient pas plus souvent prise en compte. Les djihadistes sont les enfants des dictatures, pas des révolutions. Donc au fond, cette violence, occupant la place de la morale, fabrique ce dont nous sommes aussi les victimes, c'est-à-dire le djihadisme. Comment se fait-il qu'on n'ait pas plus réfléchi à ces enjeux-là, sur le plan et du droit et de la politique internationale? Alors peut-être pour faire le lien entre les deux sujets, cela dit, la violence ne doit pas être délégitimée, c'est-à-dire que le recours à la violence peut parfois être légitime, bien entendu, notamment lorsqu'il vient au soutien de causes qui elles-mêmes sont absolument non violente et dont la légitimité ne fait aucun doute. Après tout, c'est ce ressort-là qui a été utilisé au moment des guerres en Yougoslavie, lorsqu'il a fallu contraindre les Serbes, par exemple, à rendre les armes et à accepter un accord. Donc la violence en soi peut être tout à fait légitime. Simplement, elle doit être soutenue par un discours qui moralement est audible, intelligible, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. C'est-à-dire que voilà, cette intervention est une intervention purement médiatique, mais dont les ressorts sont inintelligibles au plus grand nombre, certainement. Alors, pour ce qui concerne la phrase de Kamel Daoud, ce qu'elle m'évoque, c'est aussi le comportement des régimes. Dans nombre de ces régimes, à quoi a-t-on assisté dans les années 80 et 90? On a vu ces régimes s'éloigner bien souvent de la gauche, qui les a soutenus parfois, pas toujours. Ça a été vrai en Égypte, ça a été vrai en Algérie, ça a été vrai dans beaucoup de pays. Et on a vu ces régimes se pérenniser, se solidifier, s'installer dans la durée, en sous-traitant le contrôle de la société à des mouvements toujours plus rétrogrades. C'est très net en Algérie. 1984, on adopte dans un pays dont les femmes ont été associées à la guerre d'indépendance de manière tout à fait remarquable, on adopte un code de la famille qui est un des plus régressifs du monde arabe, sans que rien ne le justifie. Et je veux y voir, et cet exemple est emblématique de ce qu'on retrouve dans beaucoup d'autres pays, à l'exception peut-être de la Tunisie, je veux y voir le signe de la volonté de ces régimes de sous-traiter auprès de ces groupes qui ne sont pas encore des groupes djihadistes, mais qui feront le lit du djihadisme, le contrôle de la société comme moyen de se pérenniser. Ça, c'est effrayant. C'est ce que vous décrivez de façon
implacable. C'est vraiment le mot dans votre essai, généraux. Rien que tout est dit dans le titre. Généraux, virgule, gangsters et djihadistes, histoire de la contre-révolution arabe. C'est donc aux éditions de la Découverte. Tout commence en Tunisie avec une histoire émouvante, hein, ce petit vendeur dont on renverse son plateau avec brutalité et où une population, tenez, décidément la population, qui se révolte et qui dit mais on ne peut pas laisser faire ça, quoi. Là commencent les révolutions arabes. Et voilà ce qu'elles sont devenues. Elles sont devenues maîtrisées par des gangsters et par des djihadistes. Et bon, un historien n'est pas censé avoir beaucoup de talent, mais il doit au moins avoir le sens de la chronologie et des dates. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on nous présente partout la cause pour les faits. Les djihadistes interviennent avec la vague contre-révolutionnaire. Ils ne sont pas là lorsque les soulèvements démocratiques éclatent. Donc, soit c'est des jeux de complicité avérée en Syrie et au Yémen entre le régime et les djihadistes, soit c'est l'incurie crasse de l'armée égyptienne qu'on a encore à sa 6e ou 8e offensive sur le Sinaï, avec 60 000 militaires mobilisés contre 1 millier d'insurgés de Daesh, qui seront sans doute le même nombre, avec remplacement des pertes après le départ de cette énième offensive qui sera aussi inefficace que les autres. Et donc, ce qui est alors, court-termisme, oui, mais prendre la cause pour les faits, quand on est un décideur politique, c'est grave. C'est-à-dire croire que quelqu'un dont toute l'ascension politique se nourrit de la menace djihadiste va concrètement lutter contre la menace djihadiste, franchement j'en doute. Je rappelle qu'Assad, qui a donc, j'ai donné les chiffres horribles, je ne vais pas les répéter encore, contre un bastion révolutionnaire à l'est de Damas, il a toujours un quartier à quelques kilomètres du centre de la ville qui est contrôlé par Daesh, et où les djihadistes se portent très bien, merci pour eux, et où un certain nombre de sources affirment qu'ils sont soignés dans des hôpitaux gouvernementaux. Parce que c'est quand même tellement pratique de pouvoir sortir le joker ou l'épouvantail djihadiste quand on aura besoin, le jour où on peut toujours rêver, on lui mettra vraiment la pression. Il y a un point qui nous renvoie aussi indirectement, d'ailleurs pas directement du tout, à la question du droit, c'est celui de la défense. Jean-Pierre Filiu parle des Mamelouks, ces milices qui ont été utilisées par des souverains pour faire un travail sur lequel on va, enfin un travail si on peut utiliser ce mot, sur lequel on va revenir dans un instant. Mais dès lors qu'un État privatise sa défense, c'est pas nouveau. Certains considèrent même que le déclin de l'Empire romain commence avec la privatisation de ses armées. On se souvient de Blackwaters au début de la guerre en Irak, quand les Américains sont intervenus. Privatisation de l'armée. On a vu aussi des milices paramilitaires russes intervenir en Ukraine, intervenir ailleurs, et notamment aussi en Syrie. Cette privatisation de quelque chose qui concerne la peau d'un État de droit, c'est pas sans conséquence aussi sur la façon dont il va se comporter ensuite. Privatisation sans contrôle. La privatisation à laquelle vous faites allusion est une privatisation qui concerne plutôt les acteurs externes qui interviennent dans ces régions-là. Mais on constate que les régimes eux-mêmes d'abord subdivisent leur système de sécurité en une multitude de services, parfois concurrents, d'unités militaires souvent concurrentes, confessionnalisent, régionalisent, communautarisent leur outil de défense. Alors ça n'est pas de la privatisation, mais c'est aussi pour l'État une façon de se priver, enfin sans doute une façon de ne pas chauffer en son sein un adversaire qui pourrait éventuellement le renverser, et puis c'est au bout du compte aussi pour l'État, et non pas pour le régime, mais pour l'État, une façon de renoncer à avoir des outils cohérents, parce que l'État a besoin de s'appuyer sur des outils cohérents. Donc effectivement, je pense qu'il faut voir là le signe d'une déliquescence de l'État. C'est-à-dire que l'État se défait, il se délite. Et
pour en revenir au sujet précédent, c'est-à-dire les causes de la révolution ou des révolutions dans le monde arabe. Alors beaucoup d'observateurs contestent l'utilisation du terme révolution. Moi je pense que ce sont des révolutions, en ce sens que, au moins en Tunisie, la situation ne sera plus jamais ce qu'elle était avant les événements. Possiblement la seule réussite. Hein. Qui est probablement effectivement l'expérience la plus aboutie. Mais avec une constitution en débat, avec des éléments positifs et extrêmement intéressants. Aucune des motivations qui portaient Bouazizi ou d'autres visait à l'installation d'un régime islamique en Tunisie. Ce qui était dénoncé, c'était l'impéritie du gouvernement. C'est les défaillances innombrables de la gouvernance. Et ces ressorts, on les retrouve à peu près partout. C'est-à-dire que ces gouvernements sont défaillants, ils le sont de bout en bout. Ils le sont à la fois dans les conditions qu'ils ont créées et qui ont rendu possible ces mouvements, et ils le sont aussi dans la manière dont ils ont répondu aux mouvements qui les interpellaient. Deux mots, Jean-Pierre Filju, parce que c'est l'un des points forts et centraux de votre essai, sur, j'allais dire, presque la chaîne cinématique qui se met en place dès lors que ce sont des milices, en l'occurrence l'historien que vous êtes fait référence aux Mamelouks, qui assurent la sécurité des souverains, mais qui très rapidement s'emparent du pouvoir et deviennent des régimes dont le seul projet est de perpétrer leur propre pouvoir et de le développer. Sauf que ça se fait à travers des prébendes, une clientèle, comme on disait à Rome, qu'on va entretenir longtemps, et où c'est fini. On est rentré dans un système qui n'a plus rien à voir avec un état de droit, évidemment. Et ça, on le voit pas qu'en Syrie, pardon, mais moi j'aimerais qu'on parle un jour des plutocraties, comment se fait l'élection américaine aujourd'hui et qui la finance. Ça pose aussi une question de droit et de démocratie. Faut-il que nous parlions de la Russie? Faut-il que nous parlions de la Chine? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Qu'est-ce qu'on est en train de mettre en place du point de vue du droit, des enjeux et au fond du bien commun? Tenez, une phrase qui me paraît importante, le bien commun. Bon, moi, je vais rester dans mon ère arabe, où j'ai déjà suffisamment d'occupations et de généraux gangsters et djihadistes pour me mobiliser. Et si j'ai parlé des Mamelouks, donc les Mamelouks de 1260 à 1516, maîtres de l'Égypte et de la Syrie, c'est parce qu'effectivement, il y a deux phénomènes qu'on voit dans ce que j'ai pu appeler les Mamelouks modernes, même plus que deux phénomènes, trois ou quatre. D'abord, comme il n'y a pas de principe de légitimité qui est reconnu, les luttes de pouvoir sont permanentes. Et très souvent, on a l'impression qu'on a une façade de stabilité dans ces régimes, alors qu'ils sont agités par des querelles extrêmement féroces. J'ai tenté une relecture de l'histoire récente de l'Égypte, où je montre que de 56 à 67, les décisions les plus calamiteuses prises par Nasser ne sont pas du tout prises dans l'intérêt de l'Égypte, mais parce qu'il a peur de son chef d'état-major, le maréchal Hammer. D'où l'expédition au Yémen et d'où la catastrophe de la guerre des 6 jours avec Israël. Bon, ça renverse un peu la perspective. Et puis l'autre point commun, comme chez les Mamelouks, c'est qu'il y a un principe darwinien, c'est que c'est toujours le pire qui l'emporte. Oui. Celui qui a réussi à liquider tous les autres, celui qui a réussi à s'imposer, et là effectivement on a Assad. Et puis il y a la tentation donc du groupe mamelouk d'exercer un pouvoir collectif et du putschiste qui a survécu, d'instaurer une lignée héréditaire. Et ça se voit aussi très bien au Moyen-Âge comme aujourd'hui. On constate que Assad, père, est le seul à avoir pu ménager cette transition héréditaire. D'ailleurs, il avait pris pour modèle Kim Il-sung. Donc vous voyez, je vous ouvre d'autres perspectives comparatistes que celles que vous évoquiez. Et puis, mais du temps des Mamelouks, comme aujourd'hui, on voit bien que l'essentiel, le peuple ayant été effacé de l'équation, uniquement le peuple n'est qu'une ressource à piller. Donc ce qui compte pour eux, c'est de répartir les prébendes, effectivement, entre eux. Et si les Mamelouks sont rentrés en décadence, bon, ça a pris quand même un certain temps, ils sont restés deux siècles et demi au pouvoir, c'est parce qu'à chaque transition, il fallait distribuer une part toujours plus importante du budget de l'État pour calmer les autres factions. Et ce processus est à l'œuvre aujourd'hui dans tous les régimes qu'on évoque, sauf qu'il est beaucoup plus rapide.
Et les aléas de la récente élection, entre guillemets, donc mascarade électorale en Égypte, ont prouvé que les tensions étaient très fortes au sein du noyau dirigeant militaire et que la seule chose qui est certaine dans ce type de régime, c'est pas parce qu'on gagne une élection qu'on reste au pouvoir très longtemps. Mais ce que vous décrivez, ce sont des systèmes mafieux, ce sont des organisations mafieuses. La façon dont encore une fois, ces prébendes sont redistribuées, comment elles sont gérées, on est dans un système mafieux. Il est, à mon avis, très éclairant pour comprendre les Assad de revoir le parrain 1 et le parrain 2. Et effectivement, quand on croit que Marlon Brando est le pire de tous, c'est qu'on n'a pas encore vu Al Pacino au travail. Parce que l'héritier est toujours pire que le fondateur du clan. Mais on voit bien qu'Al Pacino, il aimerait bien rester avec Diane Keaton, sortir de ce marécage italien, devenir un Américain comme les autres. Mais il ne peut pas, parce que la violence des luttes de clan est telle qu'il va mourir s'il ne tue pas les autres avant. Et c'est ce que je voudrais vraiment faire passer, c'est que des régimes, indépendamment même des qualifications morales qui, je l'ai rappelé, me paraissent avoir toute leur importance, que des régimes pareils puissent être présentés comme des garants de la stabilité est juste incompréhensible. Alors, mais oui, et on va parler un peu de la complexité, au fond, des situations qui se présentent à nous aujourd'hui. Mais dès lors que, et vous l'avez dit très clairement, le droit existe encore, heureusement, mais enfin, on prend quelquefois quelques libertés par rapport au droit. Dès lors que, malheureusement, l'arme stratégique morale est si peu souvent utilisée, comment et serons-nous capables de répondre à la complexité des questions qui se posent à nous en termes de défis politiques et internationaux? Restons sur le territoire qui vous est familier, Jean-Pierre Filiu. La Syrie, ça veut dire la Russie, ça veut dire l'Iran, ça veut dire la Turquie, ça veut dire les Kurdes, ça veut dire bien entendu les Américains, ça veut dire les Israéliens. Et il faudra qu'on garde quelques minutes pour parler peut-être de l'une des questions les plus inquiétantes aujourd'hui, c'est la confrontation entre Israël et l'Iran, compte tenu des enjeux géopolitiques régionaux. Mais serons-nous capables, avec les armes politiques dont nous disposons, de répondre à une telle complexité? Alors, non pas que je veuille en faire une habitude, mais je vous en prie, je reviens à chaque fois sur le point précédent, mais je pense que les États dont on parle sont des États sauvages. C'est-à-dire que ce sont des États dont on dit qu'ils sont des États de droit, mais ce sont des États sauvages, anomiques. Les sociétés sont frappées d'aboulie. Enfin, rien ne fonctionne. Et je crois qu'il y a une forme de paresse intellectuelle. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de dire qu'un État est un État de droit pour que cet État soit un État de droit, effectivement. Et l'État de droit n'est pas l'état de n'importe quel droit par ailleurs. C'est-à-dire que quand on regarde chacun des régimes que nous avons évoqués, on constate qu'il ne satisfait à aucune des exigences qui permet de faire entrer un État dans cette catégorie. Pour être un État de droit, il faut d'abord avoir une éthique de la délibération plus ou moins établie. Or, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'on délibère peu dans ce type de régime. Il faut satisfaire un certain nombre d'exigences en matière de protection des libertés publiques, des libertés individuelles, des droits fondamentaux. Il faut évidemment se soumettre au principe du constitutionnalisme contemporain, c'est-à-dire des élections régulières et contrôlées, une justice indépendante, et puis une norme constitutionnelle qu'on ne passe pas sa vie à remettre en cause. Si je prends un exemple plus précis, la gestion de la diversité religieuse dans un certain nombre de ces États procède d'actes adoptés par l'administration ou le gouvernement, c'est-à-dire des décrets, en violation systématique des dispositions des constitutions. Si vous prenez la constitution algérienne, par exemple, elle garantit la liberté de conscience, elle garantit la liberté de religion. Simplement, vous avez une ordonnance de 2006, un décret de 2007, qui rend impossible en pratique l'exercice de ces libertés-là. Donc ce sont des pays qui fonctionnent cul par-dessus tête d'un point de vue juridique, et on voit bien que le droit ne doit pas être ici appréhendé sous un angle purement
purement formel, dans sa dimension purement formelle. Le droit est l'expression d'un choix de société. Moi, j'ai en mémoire, c'est le président de l'IMERA, Dominique Marinaki, un grand médecin, qui parlait un jour de la façon qu'on peut avoir de traiter la maladie, et pas simplement le cancer. Et Dominique Marinaki a dit une chose qui m'a beaucoup frappé. Pour guérir, il faut nommer les choses. Il faut nommer la maladie. Or, vous dites, ce ne sont pas des états de droit, mais on dit état de droit. On ne pourra jamais guérir si on ne dit pas les choses pour ce qu'elles sont. Je veux dire que nommer n'est jamais indifférent. Est-ce que la responsabilité et le courage politique, ça n'est pas d'abord, pour pouvoir arriver peut-être à l'arme stratégique morale, avoir le courage de nommer les situations et les États? Je pense que le docteur Knock ou Diafoirus est moins honnête que notre ami Dominique. Voilà. Et oui, c'est ce qu'on peut attendre d'un médecin intègre qui respecte les devoirs de sa charge. Simplement, je ne suis pas sûr que le regard que nous portons sur la situation qui prévaut dans ces régions du monde soit un regard honnête. Et je veux voir là, d'ailleurs, peut-être le signe de deux fléaux, de deux maux qui affligent le pouvoir, y compris en démocratie. C'est une relation distendue à la vérité, une forme de compagnonnage fâcheux avec le mensonge, et puis une lâcheté qui devient une lâcheté organique. C'est-à-dire que, y compris en démocratie, y compris dans notre bonne vieille Europe, on constate que les régimes démocratiques, certes, ne disent pas toujours la vérité, ou font une présentation de la vérité qui est distordue. Et puis, c'est tout ce que l'on dit sur les fake news notamment, et puis une forme de lâcheté où on voit finalement ces régimes démissionner sur le plan moral, laisser la sémantique du bourreau s'installer, faire en sorte que des opinions un peu indolentes se préparent à des basculements dont on sait que parfois ils peuvent être dramatiques. Ce qui vaut chez nous vaut aussi peut-être dans notre manière dont nous percevons le monde qui nous entoure. Il y a Jean-Pierre Filiuc, encore une fois, vous êtes probablement l'un des meilleurs spécialistes de la complexité des questions posées par la géopolitique proche-orientale. Quand on voit l'intrication, j'emploie ce mot des physiciens à dessein, l'intrication entre l'Iran, le Hezbollah, instrumentalisé par l'Iran, d'un côté, la Russie, qui veut protéger ses bases et sa façade méditerranéenne en Syrie. La Turquie, qui avait fait alliance avec la Syrie, puis qui avec la Russie, pardon, puis qui est en train d'envoyer des messages pour dire si vous voulez que Erdogan, si vous voulez que je rompe avec Poutine, proposez-moi quelque chose. Le quelque chose en question étant possiblement des bases en Syrie pour la Turquie, ce qui lui permettrait au passage de régler la question du PKK. Mais comment on va sortir de ce bazar ? Je crois qu'il n'y a qu'une voie, c'est, désolé de me répéter, c'est retrouver le chemin du peuple. C'est la seule façon. Parce que l'internationalisation nourrira toujours plus d'intrication et plus d'escalade. Et on voit bien que plus on a internationalisé la question syrienne, aujourd'hui le niveau d'internationalisation que vous évoquez est absolument affolant. Oui. Et là encore, j'insiste, le principal facteur d'internationalisation, donc de dépossession de la souveraineté syrienne, c'est le régime Assad. C'est lui qui a fait sous-traiter une partie de sa guerre aux Russes, aux Iraniens, aux milices affidées. Donc, je crois que à la fois seul le retour au peuple peut redonner un principe de légitimité aux actions extérieures. Ça me paraît élémentaire, parce que les Russes, les Iraniens et leurs relais en France et ailleurs mettent en avant la souveraineté d'Assad. Et ils ont un principe qui, lui, a quand même une cohérence impressionnante. Et à partir du moment où on abandonne la question des peuples, on se livre à cela. Alors, simplement, quand même, une bonne nouvelle. Je ne crois pas à la confrontation entre Israël et l'Iran.
Je n'y crois pas. Les deux parties ont besoin d'entretenir ce climat, pourront éventuellement s'envoyer des messages, comme on disait au Liban pendant la guerre civile, quand les voitures pièges explosaient, ah ça c'est un message que un tel envoie à un tel. Bon, ils vont s'envoyer des messages, des drones, des bases, etc. Mais il faut bien voir qu'Israël n'a absolument pas intérêt à cette confrontation, et l'Iran non plus. L'Iran a atteint son but de guerre, c'est-à-dire l'accès à la Méditerranée. Maintenant, il faut qu'il digère tranquillement les acquis immenses qu'il a engrangés, et toute confrontation compromettrait ces acquis. Et l'Iran ne veut surtout pas exposer le Hezbollah, qui est devenu aujourd'hui une des meilleures armées de la région, sans qu'on s'en rende compte, ou au contraire en s'en rendant compte et en la laissant faire, vu que sur le terrain en Syrie, elle est bien plus efficace que l'armée d'Assad, notamment dans les combats urbains. Donc l'Iran n'a aucune envie que le Hezbollah soit frappé. Donc voilà, juste parce que ça ne se passera pas. Mais ça ne veut pas dire que les peuples ne vont pas continuer de souffrir. Oui, bien sûr. Mais quand vous dites, ça c'est une question très importante, quand on parle de la Syrie, on en parle à l'ONU, avec les vétos russes qui succèdent aux vétos russes. Mais vous proposez de désinternationaliser ces questions-là. Imaginez-vous qu'on puisse traiter de la question syrienne en Syrie, qu'on puisse traiter de la question syrienne aujourd'hui en Turquie, qu'on puisse l'aborder en Iran, en dehors de la machine diplomatique internationale, du Conseil de sécurité. Est-ce que c'est concevable aujourd'hui ? Et vous me direz aussi, monsieur, ce que vous en pensez dans un instant. Par définition, tant que ça n'a pas été tenté et raté, c'est concevable. Il faut quand même de temps en temps avoir une éthique de la responsabilité. Moi, j'ai proposé dès 2014, au moment de la conférence de Genève de l'ONU sur la paix en Syrie, qu'on oublie Genève, ça aurait fait d'ailleurs beaucoup d'économies en hôtel 5 étoiles, et qu'on se retrousse les manches pour faire un cessez-le-feu à Alep entre Syriens. Et pour avoir été sur le terrain, j'étais convaincu que les pro-régime et les pro-révolution étaient prêts à s'entendre pour sauver leur ville. Et à partir de là, on aurait pu par le bas essayer de reconstruire, parce que c'est ça la question, un contrat social entre Syriens, par le bas, pas par l'internationalisation. Parce qu'on voit bien que l'internationalisation, elle aggrave tous ces processus. Elle se fait au profit des chefs armés, pas au profit de la société civile, évidemment, parce que combien de divisions. Donc, votre droit à siéger dans telle ou telle enceinte se fait au nombre de kalachnikovs, de missiles ou de blindés que vous avez. Et on sait bien que ces structures sont aussi des structures d'oppression de leur propre population. Donc, on me dit, mais c'est pas possible, mais qu'on le fasse. Et vous imaginez, même pendant la crise de la Ghouta, il y a quelqu'un qui est notre représentant à tous, vu qu'il est l'émissaire spécial, l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie. C'est aujourd'hui un diplomate italo-suédois, Staffan de Mistura. Mais pourquoi Staffan de Mistura n'est pas allé dans la Ghouta, lui-même, mobilisant ainsi mécaniquement les mécanismes du droit international? Je rappelle que un président de la République, François Mitterrand, n'avait pas hésité à forcer le blocus et à aller dans Sarajevo pour enclencher justement un phénomène de prise de conscience internationale. Et un haut fonctionnaire de l'ONU ne serait pas capable de faire cela. Et après, donc, on va, alors là, pour le coup, entretenir soit des théâtres, des rideaux de fumée, soit les vrais partages entre les grands prédateurs régionaux. Donc il y a un accord qui a été conclu au Kazakhstan. Moi j'aime beaucoup le Kazakhstan, mais l'idée qu'on va y décider du sort de la Syrie est quand même un peu choquante, entre Turquie, Russie et Iran. Et c'est cet accord qui, depuis maintenant 1 an et demi, produit les effets que l'on voit. Y compris d'ailleurs avec des phrases parfois qui laissent sans voix. Quand on entend le président Trump dire au fond que le projet des États-Unis de se retirer de cette affaire, mais dans l'instant qui suit, ajouter que désormais Jérusalem est la capitale d'Israël.
on n'arrive pas très bien à comprendre non plus la logique politique de tout ça. Donc désinternationaliser, est-ce que ça vous paraît être une chose possible? Je ne sais pas si c'est possible, mais il est évident que l'internationalisation actuelle est un facteur d'instabilité durable. Ouais. Pour une raison simple, c'est que chacun des acteurs a un agenda qui lui est propre. L'agenda russe n'est pas l'agenda iranien. Les Iraniens, effectivement, veulent et sont parvenus à prendre pied dans une région qu'ils guignaient depuis fort longtemps. Les Russes sont avant tout préoccupés de préserver leur base et leur présence dans la région. Les Turcs sont à la recherche depuis tellement longtemps du statut de puissance régionale qu'ils n'ont jamais d'ailleurs réussi à pleinement assumer, à pleinement atteindre. Hein. Les Turcs ont une capacité à montrer les muscles, mais de façon un peu stérile. Tout ça laisse à penser effectivement que l'internationalisation aujourd'hui est un facteur de dissension et un facteur d'instabilité. Et à cela s'ajoute, comme Jean-Pierre Filiu l'a rappelé, une forme de démonétisation des Nations Unies. C'est-à-dire que les Nations Unies se sont elles-mêmes placées en dehors du jeu. Et à cet égard, on peut établir une comparaison entre ce que fut l'action des Nations Unies à la fin des années 90 à propos des crises yougoslaves ou au début des années 90 à propos de la première, en fait, la deuxième guerre du Golfe, et puis le silence assourdissant dont cette organisation fait preuve aujourd'hui. Et puis, quelle que soit la voie que l'on choisira, il faudra des garants. C'est-à-dire qu'il faut que des acteurs, des tiers objectifs ou les plus objectifs possibles accompagnent le mouvement. Mais aujourd'hui, quels peuvent être ces garants? Les grandes puissances membres du Conseil de sécurité se distinguent par le fait qu'elles sont dans des relations orthogonales sur le sujet. Donc, qui peut accompagner efficacement ce processus? Aujourd'hui, je ne le vois pas. Je me souviens, Jean-Pierre Filiu, d'une émission il y a quelques années que vous étiez invité de France Inter, et je me souviens vous avoir posé une question qui reste aujourd'hui, à mon avis, sans réponse très lisible. Qu'est-ce qu'une démocratie peut opposer au terrorisme? On n'est pas dans la même... je crois que c'est pas les mêmes règles, évidemment. Oui, mais c'est parce que c'est pas les mêmes règles que la démocratie peut gagner. C'est parce que la démocratie reste démocratique, reste fidèle à ses valeurs, qu'elle peut infliger d'abord un démenti à la propagande terroriste qui prétend que le discours sur les droits de l'homme est totalement mensonger. Hein. Il faut savoir que un des principaux atouts de la propagande d'Al-Qaïda, ça a été Guantanamo et les différentes abjections qui ont été infligées dans les prisons américaines officieuses. Je signale que la future chef de la CIA a dirigé directement un centre de torture en Thaïlande à cette grande époque. Comment voulez-vous qu'après un discours sur la démocratie et les droits de l'homme ait une quelconque validité au profit des populations concernées? Mais on a bien vu, moi, un des grands moments de ma vie, c'est le 11 janvier 2015, quand Paris a été pris par des millions de femmes et d'hommes sans service d'ordre, sans slogan autre que la Marseillaise, alors que la veille, j'étais sur un plateau télévisé où de bons experts en sécurité disaient « N'allez pas manifester demain, il y a des risques ». Nous sommes évidemment beaucoup plus forts qu'eux à partir du moment où nous sommes ce que nous sommes. Et dans le monde arabe, c'est très clair. Hein, la Tunisie, qui a aujourd'hui la plus forte proportion de djihadistes engagés sur les théâtres extérieurs, pour être vraiment précis dans le... Eh bien, elle a subi des coups terribles, notamment pendant l'année 2015. Hein, le Bardo, Sousse, Tunis, mais elle n'a pas versé dans la contre-révolution et elle a préservé sa transition démocratique, et c'est sa transition démocratique qui lui a permis, j'en suis convaincu, d'encaisser ce choc. Et c'est la population de Beni Gardan, à la frontière de la Libye, qui a elle-même repoussé le premier assaut de Daesh, une offensive terrestre de Daesh contre la Tunisie démocratique, avant que les forces de sécurité n'interviennent. Je n'ai aucun doute sur la force de la démocratie face au terrorisme. Alors c'est joli
joli ce que vous dites, parce que vous décrivez une manifestation du peuple. Paris, c'était le peuple. En Tunisie. J'imagine Marseille aussi. Hein, excusez-moi, oui, j'y étais pas, mais je suis sûr qu'à Marseille, il y a eu une très belle manifestation également. En Tunisie, c'était le peuple. En Syrie, au début, c'était le peuple qui manifestait. Et on voit très bien aujourd'hui cette espèce de séparation qui s'opère entre le comportement, les aspirations du peuple et, notamment dans les pays que nous avons évoqués ce soir, le pouvoir tyrannique du régime. Oui, mais en démocratie, le peuple est en phase avec l'État ou l'État est en phase avec son peuple. C'est-à-dire qu'une démocratie, par définition, est un régime dans lequel on doit constamment s'interroger sur cet adjuvant qu'on appelle la légitimité. Pardon de vous interrompre, mais on a laissé faire des choses dont on était les témoins dans les démocraties. Tenez par exemple les rentes stratégiques. On savait parfaitement qui donnait de l'argent à droite et à gauche pour entretenir des mouvements radicaux. Les rentes pétrolières, on savait parfaitement d'où elles partaient et où elles allaient. Le rôle de la Turquie, quand on avait mis les embargos sur le pétrole, on savait parfaitement par où passait le pétrole jusqu'en Turquie pour aller se vendre au meilleur prix partout en Europe. On était parfaitement informé de tout ça. Oui, enfin, il me semble qu'on est dans des registres qui sont différents, cela dit, puisque la question que vous posiez initialement était celle de savoir si les démocraties étaient à même de se défendre efficacement contre le terrorisme. Et je pense que ce qui caractérise une démocratie, c'est d'abord ce lien effectivement symbiotique entre le peuple, la nation et l'État qui l'incarne, et la capacité que les démocraties ont à traiter de manière ordinaire des situations exceptionnelles. C'est-à-dire ne pas sortir du droit commun, même si parfois on se hasarde à mettre en place un état d'urgence, mais l'état d'urgence lui-même est un état contrôlé. C'est pas un état sauvage, comme je le disais tout à l'heure, où l'on pourrait faire ce que l'on veut. Là, ce à quoi vous faites allusion nous ramène à... C'est un lapsus intéressant. C'est un lapsus révélateur, en effet, comme tous les lapsus. Nous ramène aux remarques que vous nous adressiez au début de cet entretien. C'est-à-dire, finalement, on sait, mais parce qu'on considère que ça garantit des emplois dans nos usines d'aéronautique, parce que ça permet à nos cimentiers de continuer à travailler, y compris dans des zones improbables. Ça s'appelle Lafarge. On regarde ailleurs. Alors, on ne va pas faire... il est 8h10, encore une ou deux questions. Et ce qui serait bien, mesdames et messieurs, comme à chaque fois, c'est que dans 5 minutes, vous posiez vous-même vos questions à nos deux amis, à nos deux invités. On ne va pas faire de politique fiction, parce que c'est comme dirait l'autre, l'avenir n'est écrit nulle part. Mais sur les grands défis, en élargissant le cercle des régions que nous venons d'évoquer, les grands défis qui nous attendent autour du bassin méditerranéen et au-delà, la question des démocraties, la Russie, oligarchie, les États-Unis, plutocratie, la Chine, curiosité politique, avec un système communiste et une économie libérale, création politique singulière, encore plus originale que ce que faisait le Parti communiste italien à une époque où on donnait des bonbons pour rembourser le trop payé au péage. Comment voyez-vous, comment imaginez-vous la gestion politique de la complexité dans le monde où nous vivons aujourd'hui à travers des systèmes aussi, aussi opaques finalement que ceux-là, et qui sont en train de se mettre en place plus ou moins partout. Je ne parle pas de l'Europe du Nord et de ce qui s'y passe actuellement, hein, qui pose une vraie question. Jean-Pierre Fidu, l'historien, qu'est-ce qu'il voit se dessiner du monde dans lequel nous sommes entrés ? Moi, je reviendrai à la Méditerranée, hein, là encore, hein, c'est pas pour sortir mon joker, hein. Mais on voit très bien que, bon, la Chine, elle n'a pas encore décidé d'avoir une politique dans cette région. C'est assez révélateur, d'ailleurs. Encore qu'elle a choisi l'Afrique, hein, qui n'est pas si loin. D'accord, mais voilà. Donc, ce qui est terrible
c'est que les Européens ont raté l'occasion de 2011. On raté le moment de la chute du mur de la peur au sud de la Méditerranée, qui a, j'en suis convaincu, été aussi importante que la chute du mur de Berlin en 1989. Ils n'ont pas mis les moyens, les énergies considérables. Il faut savoir que l'engagement européen à l'Est était colossal et durable. Colossal et durable. On n'a rien eu de tout ça. On a eu un peu de saupoudrage et on voit bien qu'aujourd'hui, au niveau diplomatico-militaire, on fait du ponctuel, on ne fait pas de la stratégie dans la durée. Donc, moi, la seule chose que je peux dire, c'est que ces régimes sont à bout de souffle. Qui sont en banqueroute, qui sont en faillite et qui n'ont nulle part de moyens de retrouver un second souffle. Et qu'il faut donc pendant cette période, c'est-à-dire qu'on a beaucoup célébré ces temps-ci les soi-disant réels politiciens, la fin des révolutions, la fin des printemps, la restauration des dictateurs, vite, pressons-nous, prenons notre ticket pour aller chez Assad les premiers. On voit bien que c'est, indépendamment là encore des considérations morales que je crois essentielles, c'est une impasse. Donc ça veut dire que pendant cette période, que la révolution a semblé échouer, mais la contre-révolution a tout autant failli. Et que donc, il faut se préparer à la suite de ce bouleversement de fond et donc rester au plus près des sociétés. Parce que c'est là que tout se joue, j'ose espérer, pour le meilleur plutôt que pour le pire. Rostan Mehdi, là encore, comment voyez-vous les choses se mettre en place, avec tout de même un bémol important, qui n'est d'ailleurs pas un bémol, la question de la peur. Vous vous souvenez ce que disaient les partisans d'Assad? Nous brûlerons le pays si Assad ne reste pas. Nous le brûlerons. Et cette question de la peur ne va-t-elle pas encourager des projets politiques, y compris dans les démocraties, qui seront des projets autoritaires? Alors, je pense, j'aimerais pouvoir partager votre optimisme, mais ce que je crains, c'est la stratégie du pire. C'est-à-dire que ces régimes qui sont à bout de souffle, ou en tout cas qui sont éreintés, parce que finalement ils ont été incapables de proposer une alternative crédible, durable à ces révolutions qui les ont secoués, je crois qu'on ne doit jamais exclure que ces régimes se lancent eux-mêmes dans une logique suicidaire. Enfin, le peuple a tort, changeons de peuple, ou en tout cas précipitons ce peuple dans l'enfer un peu plus. Bon. Donc ça, je crois que il y a là une donnée qui échappe à toute rationalité. Enfin, en tout cas, c'est une rationalité qui peut être difficile à décrypter. La peur comme d'abord facteur psychosocial qui a des effets très très puissants sur les sociétés. Enfin, je sais pas, Delumeau avait écrit des choses tout à fait intéressantes sur la peur au Moyen-Âge, et je pense que la peur reste effectivement un des éléments de construction, de destruction de nos sociétés et des rapports que ces sociétés peuvent entretenir les unes avec les autres. Souvenons-vous, Jean-Paul II, qui savait quand même d'où il venait. N'ayez pas peur. Pas peur, absolument. N'ayez pas peur. Et la peur corrompt absolument tout. Elle corrompt les relations internationales, elle corrompt aussi nos systèmes, y compris nos systèmes démocratiques. C'est-à-dire que cette peur enfin, qui d'ailleurs prend des manifestations dont la presse se fait l'écho tous les jours. Enfin, la perception, par exemple, que l'on peut avoir de l'étranger aujourd'hui en Pologne ou en Hongrie laisse à penser que ces sociétés ont peur. C'est irrationnel, mais elles ont peur. Et cette peur les conduit à faire des choix politiques qui nous semblent aberrants, en tout cas qui sont inquiétants. Et à laisser des gens se noyer sous nos yeux ?
C'est en tout cas l'une des conséquences de ces politiques régressives de repli sur soi. Je voudrais revenir sur une chose qui personnellement m'a choqué au plus haut point. Vous le savez, la Commission européenne a, à la fin de l'année 2015, proposé un plan de relocalisation des réfugiés. 160 000 réfugiés qui devaient être répartis sur l'ensemble des 27, 28 États membres encore à ce moment-là. Tout simplement parce que la Grèce, qui n'en peut plus de la crise structurelle et systémique qui la frappe depuis plusieurs années, et l'Italie, qui est un des États d'entrée, tout simplement parce que ces États de première ligne ne pouvaient pas assumer seuls la charge de l'accueil de ces migrants et bien souvent de ces réfugiés. La Commission en a été pour ses frais. Tout simplement parce que la résistance, plus ou moins assumée, s'est organisée dans les différentes capitales, y compris d'ailleurs à Paris, par ailleurs. Simplement, cette résistance a parfois été poussée plus loin. La Slovaquie et la Hongrie ont introduit, pour ne prendre que cet exemple-là, un recours devant la Cour de justice visant à obtenir l'annulation du plan de relocalisation. Et la Pologne, intervenant à l'instance, a mobilisé un argument qu'on n'aurait pas osé verbaliser il y a 10 ans. La Pologne dit oui, mais enfin, ce plan de relocalisation constitue une menace pour l'homogénéité culturelle et ethnique presque parfaite de la société polonaise. Où en est l'Europe pour accepter que dans une enceinte publique, qui de surcroît est vouée à la défense des principes les plus fondamentaux, où en est l'Europe pour accepter que ce genre d'argument puisse être avancé ? Et que restera-t-il de l'Europe après les prochaines élections européennes dans quelques mois? Masha'Allah. Oui. Mesdames, Messieurs, je vous en prie, vous avez la parole. Vous connaissez la règle du jeu. Vous nous faites signe et on vous apportera un micro pour que vous puissiez poser les questions que vous souhaitez. Elles seront les bienvenues. Bonsoir à tous. Merci de vos brillants éclairages. Cependant, pour être une personne qui connaît bien le terrain du monde arabo-musulman, puisque je suis moi-même journaliste et défenseuse des droits humains et que j'ai travaillé depuis plus de 30 ans dans ces régions-là, je me suis rendu compte au fil du temps, expérience en direct faite, qu'il y a eu quelque part une très grande hypocrisie des pays occidentaux, puisque tous les mécanismes à l'œuvre dans ces pays sont connus. On sait depuis longtemps qu'on a affaire à des régimes dictatoriaux, que le semblant d'élection ne sert que de façade et que malgré tout, par exemple, on ne tient pas compte de la réalité du terrain. Je pense d'abord à la Syrie dont on a beaucoup parlé. Il se trouve que j'ai assisté en direct à la création de la coordination des comités populaires, que j'ai créé le site internet pour le premier conseil national syrien qui se réunissait régulièrement en Turquie et au Caire 2012-2013 et que ce conseil national syrien n'était à l'époque reconnu par aucun gouvernement occidental. C'est-à-dire que dès le départ, les pays, notamment la France et d'autres, n'ont pas choisi d'appuyer les peuples en connaissance de cause. Idem par rapport à l'Égypte, où là on a assisté à un coup d'État en direct, juillet 2013, et que 2 ans après, 3 ans après, j'ai vu en direct François Hollande serrer la main d'Abdel Fattah al-Sisi, qui avait commis le massacre de Rabaa al-Adawiya en 2014, 1500 personnes en 3 jours, et qui a plongé sa société, exactement comme l'ont fait les généraux du régime algérien, dans le chaos, dans la terreur, puisqu'aujourd'hui, en Égypte, on a tous les jours des jeunes qui disparaissent, disparitions forcées, qui réapparaissent au bout de quelques mois après avoir été salement torturés dans des lieux tenus secrets, qui passent ensuite devant des juridictions militaires ou civiles avec des procès totalement falsifiés. On a des condamnations à mort massives, etc., etc. On a une déportation de la population du Sinaï. C'est ce qui se passe à chaque fois qu'on nous annonce un attentat dans le Sinaï, puisque Al-Sisi a très bien compris, pour avoir appris de ses amis algériens, que quand il instrumentalisait un attentat ou quand ses services ne le
faisaient par eux-mêmes, effectivement, on pouvait semer la terreur en Occident et faire en sorte qu'ils se tiennent à distance. Donc ma question c'est que, sachant tout ça, comment aujourd'hui on peut croire qu'il peut y avoir des solutions morales, entre guillemets, si les peuples ici, en Occident, ne réagissent pas contre les décisions prises par leurs gouvernants. Je pense au contrat français, je pense à l'accueil d'Al-Sisi avec un tapis rouge à Paris, sachant que parfois, quand les gouvernants réagissent, ça a été le cas notamment du gouvernement Mitterrand quand il y a eu la plateforme de santé JIDIO, c'est-à-dire l'opposition algérienne, qui se réunit en Italie pour trouver un accord et arriver à une désescalade de la violence en Algérie. À l'époque, Mitterrand a soutenu et qu'est-ce qu'on a eu en retour en France? Les attentats de 95. Et tout le monde sait aujourd'hui, effectivement, qu'en sous-main, on avait le DRS algérien, c'est-à-dire les services algériens pour instrumentaliser des groupes, des personnes, afin de commettre des attentats en France. Et d'ailleurs, un ministre a eu la lucidité de quand même dire « nous avons été contraints ». Donc, sachant tout ça, on a quand même une profondeur de champ de plus de 40 ans, si ce n'est plus. Comment peut-on encore croire que nos gouvernants vont avoir une autre orientation que les intérêts bassement économiques ou géostratégiques? On va écouter, madame, la réponse de Rostan Mehdi et de Jean-Pierre Filiu. Je ne sais pas ce que l'on peut répondre en réalité à ce que vous venez de rappeler. Bon, il y a sans doute un certain nombre de points sur lesquels on peut être en désaccord ou dubitatif. Et moi, vous faites état d'informations que vous tenez pour acquises et qui peuvent être discutées. Enfin, moi, je ne sais pas exactement quel est le degré d'implication des régimes que vous avez évoqués dans la commission d'attentats en Europe. Mais enfin, ce que vous avez rappelé coïncide à peu près à ce que nous disions tout à l'heure. C'est-à-dire qu'effectivement, il est frappant de constater que les démocrates, ici comme ailleurs, ici comme en Serbie, à une autre époque, les démocrates ne sont pas un produit sur lequel on investit facilement. Ils sont abandonnés. Pourtant, soutenir des démocrates ne coûterait pas si cher que ça. Simplement, par l'effet d'une distorsion dans la perception des réalités, eh bien, on préfère soutenir les régimes en considérant que c'est un investissement qui sera plus rentable. Peut-être l'est-il un temps, mais je pense que sur le long terme, on se coupe des sociétés. En se coupant des sociétés, eh bien, on crée des conditions dans lesquelles ces choix finissent par s'avérer extrêmement funestes. Une autre question? Faites-nous signe. Oui, monsieur, on va vous apporter un micro. Merci pour votre intervention, vos interventions. Je voulais aussi revenir sur cette question de la morale. La morale dans les relations internationales, c'est un instrument qui est parfois dangereux. La morale peut être aussi à géométrie variable selon les régions géopolitiques. Est-ce que dans une époque, pour reprendre une expression qui vient de l'anthropologue Jacques Semelin, qu'il a forgé par rapport au génocide rwandais et au rôle de la radio d'Émile Conine, dans une époque où même dans les démocraties, on voit apparaître des entrepreneurs identitaires, ou à tout le moins des entrepreneurs idéologiques, à une époque où on est encore en train de gérer les conséquences de l'entrée en guerre des États-Unis en Irak en 2003, qui était beaucoup basée sur une posture morale, est-ce qu'il n'est pas un petit peu dangereux d'appeler à plus de morale? Je suis bien ce que vous dites, si jamais il s'agit d'en appeler à la responsabilité morale de nos dirigeants quant à l'application, par exemple, de résolutions de l'ONU qui sont laissées en désuétude, parfois depuis 40 ou 50 ans au Proche-Orient. Hein, vous voyez à quoi je fais allusion. Donc je voudrais que vous précisiez, s'il vous plaît, dans quelle mesure vous voyez une solution dans cette application de la morale dans les relations internationales. Merci. Alors, d'abord, il ne faut pas tout mélanger. L'invasion américaine désastreuse de l'Irak en 2003 n'est absolument pas fondée sur des considérations morales, elle est fondée sur des considérations idéologiques. Et une idéologie impériale qu'on a pu appeler néoconservatisme, qui, franchement, je ne sais pas ce que mon éminent collègue dirait, mais on aurait un étudiant qui nous expliquerait qu'il suffit d'envahir, de dégommer le dictateur,
de dissoudre l'armée et du coup on aura la démocratie, moi je ne mets pas la moyenne. Donc on n'est pas du tout dans la morale, on est dans l'idéologie, c'est-à-dire la pire des choses en termes d'aveuglement international. Hein, tout ça au nom, je vous rappelle, d'une guerre globale contre la terreur qui n'a absolument aucune justification morale vu qu'elle banalise la torture et les pires violations des droits de l'homme. Donc à un moment, il faut être fier de ce qu'on est. C'est pas parce que les Américains ont une politique lamentable que quand nous énonçons des principes conformes à l'éthique de la République française, nous devons avoir peur de nous-mêmes. Donc je ne dis pas que c'est une solution, mais je dis que, entre autres choses, l'action extérieure d'un pays consolide la cohésion des institutions républicaines. Et qu'à partir du moment où on a une distorsion aussi flagrante entre ce qui est dit et ce qui est fait, on introduit le doute chez les citoyennes et chez les citoyens. Je ne fais malheureusement qu'énoncer une évidence et pas du tout ni un programme ni une solution. Oui, et j'ajouterais que il y a un terme que nous n'avons pas utilisé, me semble-t-il, depuis le début de cette discussion, c'est le terme valeur. C'est-à-dire que le droit s'articule à un système de valeurs. Il ne s'agit pas du tout d'avoir une vision moraliste des choses. Il s'agit en réalité de ramener chacun à cette responsabilité essentielle qui consiste à respecter des valeurs aussi fondamentales que les droits de l'homme, la dignité, les libertés, etc. etc. Et refuser l'argumentation qui consisterait à dire « Oh, la misère vous va bien au teint, les droits de l'homme un peu moins quand même. Hein. Non, ça c'est plutôt une affaire de riches, c'est bien pour nous mais pas pour vous. » Non. L'universalisme des droits de l'homme, c'est une exigence qu'on peut qualifier de morale, mais qui s'articule à des exigences et des impératifs juridiques. Donc je crois que la solution vient précisément du fait qu'un lien consubstantiel existe entre ces valeurs et les règles juridiques qui les soutiennent et qui en constituent un vecteur. Je crois que monsieur, voilà, vous nous avez fait signe, si on pouvait vous donner un micro. Bonsoir et merci beaucoup déjà d'avoir nommé les choses comme vous aviez dit au départ parce que c'est rare. Je vais essayer de faire très très bref. Si on prend la symbolique méditerranéenne qui est à l'origine de beaucoup de choses au niveau de nos civilisations et de voir son état actuel, est-ce qu'on ne peut pas craindre quand même une espèce de mort darwinienne de nos démocraties, selon le principe de la grenouille dans la casserole, c'est-à-dire que les changements se font suffisamment lentement pour que nous n'ayons pas envie de nous révolter et de stopper le mouvement, et qu'on se réveille un petit peu trop tard. Je veux pour preuve ce qui se passe aux États-Unis, là vous parlez de l'Europe du Nord. Nos dernières élections, où on a eu quand même un Front National qui était présent une nouvelle fois, et aussi dans la même idée aussi, pourquoi est-ce que la Méditerranée est toujours une telle poudrière, et pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à avoir un peu de sérénité en Méditerranée? Jean-Pierre Filieu. Moi, écoutez, je réponds très simplement à une immense question qui nourrira, je n'en doute pas, de nombreux rendez-vous de demain. C'est que ce qui se passe là-bas affecte notre destin ici. Il faut le comprendre une fois pour toutes. Et ce n'est pas faire du moralisme que de dire ça. Hein, c'est énoncer une évidence. Et on a cru, et on continue de croire très largement que si un respect élémentaire, de principes élémentaires, ne prévaut pas au sud de la Méditerranée, eh bien ça n'aura pas de conséquences. Hein. Et on voit bien que les conséquences immédiates, attentats, réfugiés, mais ça je dirais que ça c'est la phase ouverte, mais qu'il y a aussi un vrai problème de valeur, y compris dans nos sociétés, y compris dans la construction européenne, ça a été rappelé par Rostan Mehdi, et que
que c'est cette idée de l'histoire partagée. C'est ainsi. On peut tout choisir sauf ses voisins. Et donc ça veut dire que cette paix, cette stabilité, elle doit se construire ensemble. Alors vous allez dire, ah oui, hein, encore les... Oui, sauf que on a tout fait pour ne pas le faire, et on en est à ce désastre. Donc, de temps en temps, on pourrait enfin utiliser la seule voie alternative de la raison, de la morale, du respect d'un certain nombre de principes, mais cela passe, c'est essentiel, par le dialogue avec les peuples, avec les sociétés. Ce n'est qu'ainsi que l'on peut construire un avenir commun digne de ce nom. On ne choisit pas ses voisins, on ne choisit pas son histoire non plus. C'est-à-dire que ces sociétés sont imbriquées, intriquées les unes dans les autres. On est à Marseille. Marseille, c'est un lieu où, on le voit tous les jours, il y a une société civile transnationale. C'est-à-dire que la société marseillaise est une société qui, en réalité, déborde largement les frontières de l'État ou des États. Donc forcément, ce qui se passe d'un côté a un impact sur la manière dont c'est perçu de l'autre côté, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Il est intéressant de voir combien au Maghreb les opinions sont attentives aux élections en France, à la manière dont les choix politiques se font ou ne se font pas. Donc il y a cette interpénétration qui est très, très, très puissante et qui devrait nous inciter à ne pas se contenter de non-choix, précisément. Par ailleurs, 700 km, 800 km, c'est vite franchi pour des personnes qui n'en peuvent plus de régime politique, qui les pourchassent, qui ne peuvent pas assurer le respect des droits les plus élémentaires. L'Érythrée, la Libye ou les États d'Afrique subsaharienne trouvent dans la Méditerranée un point d'entrée vers cette Europe dont ils imaginent, souvent d'ailleurs ils sont détrompés, dont ils imaginent qu'elle leur offrira ce que leurs pays d'origine ne sont pas capables de leur offrir. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Simplement, on n'a jamais trouvé les termes d'un dialogue mutuellement fructueux et constructif. Le processus de Barcelone était un processus de dialogue asymétrique, hémiplégique, qui se concentrait sur un certain nombre d'enjeux économiques et sécuritaires. On a laissé de côté, dans les corbeilles de négociation, on a laissé de côté la dimension humaine, la dimension culturelle, la dimension sociale. L'Union pour la Méditerranée est également, de ce point de vue, un ratage considérable. J'ai travaillé pour la mission Union pour la Méditerranée, dans le groupe qui était censé réfléchir à la manière de prendre en compte l'état de droit dans cette relation que l'on voulait refonder. L'introduction de l'expression « état de droit » dans la déclaration de juillet 2007 a donné lieu à des négociations infinies, parce que l'expression elle-même était de nature à froisser nos partenaires. Donc nous ne sommes pas capables d'assumer nos valeurs. Cela nous reviendra un jour au visage par un effet de boomerang extrêmement violent. Voilà. Et on commence à le voir d'ailleurs en Europe même, où on voit quand même fleurir cette expression qui continue à me plonger dans une forme de perplexité, d'inquiétude, démocratie illibérale. Tout d'un coup, au sein des États même de l'Union européenne, on voit se développer des démocraties auxquelles on accole cette expression très inquiétante, illibérale. La Hongrie, la Slovaquie, la République tchèque, la Pologne. Certains disent démocrature. Oui, ou démocrature, en effet. Une autre question ? Oui, bonsoir. Une question pour Jean-Pierre Philu et pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez dit qu'une solution serait de partir des peuples pour la Syrie. Et vous avez démontré aussi que l'ONU ne le fait pas. Donc, qui va le faire ? Je peux retourner la question au peuple. Je ne sais pas qui dans cette salle s'est beaucoup mobilisé sur la Syrie durant les 7 ans de son martyre. Mais je rappelle en même temps que quand les citoyennes et les citoyens se mobilisent, je l'ai dit pour la pétition sur la Légion d'honneur qui est partie de Marseille, eh bien ça peut avoir un effet. Moi, vous pensez bien que si j'avais un chapeau et une baguette magique et que je pouvais vous sortir une solution sur la Syrie
dont la tragédie à chaque évocation me bouleverse, je le ferai tout de suite. Elle n'existe pas, cette baguette magique. En revanche, je sais ce qui doit être fait pour ne pas renouveler les erreurs du passé. Je ne peux pas être plus clair parce que justement, il faut faire autrement. Mais l'ONU pourrait le faire. L'ONU pourrait parfaitement, aurait tout à fait les instruments. Tout récemment, l'UNESCO vient de décerner son prix pour la liberté de presse à un journaliste égyptien qui est incarcéré depuis qu'en août 2013, il a témoigné d'un massacre urbain qui était évoqué dans la première intervention. Alors, on va dire, oh bon, un prix, ah ouais. Mais c'est comme ça qu'on construit une alternative. C'est comme ça que peu à peu, par des gestes qui paraissent symboliques, moralistes, eh bien, on arrive à dire non, ça n'est pas vrai. La barbarie n'a pas droit de citer et elle n'aura jamais le dernier mot. Je me souviens, madame, peut-être pour prolonger la question que vous venez de poser, de l'immense manifestation à Londres au moment du début de la guerre en Irak. Immense manifestation dont la presse a relativement peu parlé. Pourquoi? Au nom de quels enjeux politiques ou géopolitiques? Mais là, Jean-Pierre Filiu, le peuple était dans la rue pour dire non, on ne veut pas faire cette guerre. Cette guerre a été faite. Et en fait, n'y a-t-il pas, dans la façon qu'ont les États, singulièrement les États-nations, de gérer de telles crises, au fond, une espèce d'accablement du peuple qui va une fois dans la rue, 2 fois, et qui n'y va plus, de la même façon qu'il ne va plus voter. Et au fond, ces systèmes politiques qui ont l'apparence de démocratie mais qui n'en sont réellement pas, sommes-nous d'ailleurs même en France encore réellement une démocratie? Ça serait un très bon débat à avoir avec un professeur de droit comme vous. Mais à certains égards, on peut s'interroger. En tout cas, moi, en tant que journaliste, je m'interroge et je pousse ma question quelquefois assez loin. Donc au fond, n'y a-t-il pas une désespérance des peuples face à la façon dont les États gèrent le fait politique? Enfin, moi, j'ai le sentiment qu'il y a un effet d'épuisement. Enfin, la guerre du Golfe, c'est presque l'autre siècle. C'est l'ancien monde, pour utiliser une expression à la mode. Je pense que l'effet des réseaux sociaux, l'effet des chaînes d'information était moindre à cette époque qu'il ne l'est aujourd'hui. Et les peuples s'épuisent, se désintéressent, ont le sentiment effectivement d'être accablés. Aujourd'hui, une information chasse l'autre, une attaque au chlore est bousculée le lendemain par une information qui souvent d'ailleurs est sans rapport en termes de gravité ou de densité avec la précédente. Donc je crois qu'il faut aussi intégrer les travers d'une société de l'information qui finit par tourner à vide et qui est en surchauffe et qui fait le lit d'indifférence en fait des peuples. Vous voyez, des peuples indolents ou indifférents sont des peuples qui sont prêts à se donner au premier venu. Regardez le théâtre d'ombre dans lequel nous sommes. Société de l'information? Non. Il n'y a jamais eu aussi peu d'informations. Les chaînes d'information continuent? Tout sauf de l'information. Et donc on fait semblant de croire à des choses qui n'en sont plus, et ça rend tout de même le travail compliqué. Peut-être Thierry Fabre pourrait-il venir nous rejoindre pour que nous parlions, mon cher Thierry, de la prochaine saison, des rendez-vous de demain. Bonsoir. Mais écoutez, nous avons ouvert dans ce théâtre un lieu de parole et de pensée, d'échange, de controverse. C'était un peu l'idée qui est née à l'IMERA, l'Institut méditerranéen de recherche avancée, que peu de gens connaissent à Marseille, et qui est juste derrière le Palais Longchamp, où on accueille en résidence des chercheurs et des artistes qui viennent passer 5 mois, 10 mois et qui seront là. Et donc on a eu cette idée, effectivement, avec Stéphane Paoli, d'ouvrir cet espace de parole qu'on a appelé les rendez-vous de demain, comment les sciences éclairent l'avenir. Et donc voilà, nous avons lancé cette saison 1. Elle se clôture aujourd'hui avec ce débat très important, très dense sur les enjeux contemporains. Et nous avons donc décidé que nous allons engager une saison 2 et que donc nous nous retrouverons comme ça grâce à l'hospitalité du théâtre du Gymnase. Et je tiens vraiment à remercier Dominique
Dominique Bluzet et toutes les équipes qui rendent possible ce débat. Nous allons donc avoir, à partir du 16 octobre, chaque fois un mardi, 16 octobre, 13 novembre, je crois 18 décembre, et puis comme ça, ensuite en février, mars et avril, 6 rendez-vous pour la deuxième saison de ces rendez-vous de demain, en croisant justement les disciplines, les regards, parce qu'on est dans la complexité et on a besoin d'échanger. C'est aussi ça, la constitution du débat démocratique, c'est d'abord de la délibération, faire qu'il y ait une circulation possible. Donc nous allons parler de cerveau et de langage, d'intelligence artificielle, de performance avec le sport, des choses de cet ordre. Et puis nous reviendrons évidemment sur des débats sur l'histoire et la terreur, sur l'islam et la pensée critique, sur des sujets qui sont à l'œuvre dans nos sociétés et qui font que certains acteurs de la science peuvent contribuer au débat public et faire en sorte de rendre au fond accessible et appropriable cette connaissance. C'est tout l'enjeu de ces rendez-vous de demain. Merci beaucoup pour votre écoute. Il y a une signature de Jean-Pierre Filu juste à la sortie. On espère vous revoir très nombreux pour la prochaine saison. Merci à Stéphane Paoli et à toute l'équipe. Bonsoir.